Bonjour chers internautes, vous qui nous suivez sur votre chaîne Sodan Info. Nous sommes en compagnie du docteur professeur Saliou Diop. Il est le directeur du Centre national de transfusion sanguine. Nous allons aborder le thème de la drépanocytose à l'occasion de la journée mondiale qui est célébrée le 19 juin de chaque année. Professeur, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Professeur, quelle importance revêt cette journée mondiale de célébration de la lutte contre la drépanocytose? Alors, la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose est toujours une occasion pour rappeler cette maladie qui a été découverte depuis 1910, et donc après un siècle. Et quand on observe de près, les patients souffrent de la même façon qu'il y a un siècle. Donc ils souffrent toujours de ces crises vaso-occlusives qui surviennent de façon régulière, qui les empêchent donc d'avoir une scolarité normale, qui leur empêchent d'avoir une insertion socio-professionnelle normale. Et malgré les connaissances qui ont été acquises dans le domaine médical pour comprendre la physiopathologie de cette maladie, il faut reconnaître que jusqu'à nos jours, les traitements qui sont utilisés sont des traitements qui sont essentiellement symptomatiques. Il n'y a pas vraiment encore l'utilisation à large échelle d'un traitement curatif. Et c'est spécialement vrai ici dans nos pays où justement les mesures qu'il faut pour une prise en charge correcte de la drépanocytose ne sont pas encore tout à fait réunies. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de progrès. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé met la drépanocytose en 4e position des priorités après les cancers, le sida, le paludisme donc en Afrique. Il y a eu beaucoup de progrès donc, dans la reconnaissance de cette maladie-là sur le plan politique, mais il faut reconnaître que sur le plan des faits et sur le plan donc, des actions à prendre pour réduire la charge de morbidité de la drépanocytose, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est pour nous l'occasion donc de rappeler cette maladie qui est une tueuse silencieuse, qui est une maladie qui est très fréquente dans nos pays. Je vous rappelle que pour chaque Sénégalais, pour 100 Sénégalais qui naissent, il y a les 10 qui portent le gène de la maladie et il y a à peu près 1% qui vont développer la maladie, qui vont avoir donc des formes graves de la maladie, notamment les SS, les SC, etc. Donc c'est une maladie qui pose encore problème, malgré tous ces efforts, et je pense que ces journées-là sont l'occasion de rappeler aux patients, à tous ceux qui peuvent en tout cas intervenir pour inverser cette tendance, que cette maladie existe et elle pose des problèmes. À l'entente de vos propos, on voit qu'il y a une différence dans la prévalence de la maladie, que ce soit dans nos pays africains, entre guillemets, et dans les pays, par exemple, européens ou asiatiques. Pourquoi cette différence? Non, cette différence est essentiellement liée à la géographie. Quand on regarde la répartition de la drépanocytose dans le monde, qu'on regarde la carte, et qu'on regarde la carte de la répartition du paludisme dans le monde, c'est exactement les mêmes régions. La drépanocytose est d'autant plus fréquente qu'on se rapproche de l'équateur. Donc si vous prenez l'Afrique, l'équateur c'est une ligne qui passe, qui coupe l'Afrique en deux. Et donc plus on se rapproche de l'Afrique centrale, des pays d'Afrique centrale, plus la drépanocytose est fréquente. Il y a d'autres maladies génétiques qu'on va voir plus fréquemment en Europe. Mais la drépanocytose est une maladie génétique qu'on retrouve donc plus dans cette zone-là et donc en Afrique. On la voit en Afrique, on la voit aussi en Asie, on la voit en Amérique latine, donc au niveau donc de cette zone-là. Et ceci est l'explication est qu'en réalité le gène de la drépanocytose est apparu dans l'espèce humaine pour lui permettre de résister davantage contre le paludisme, contre le plasmodium. Parce qu'il y a des maladies qui apparaissent et qui
tue beaucoup de monde. Et notre génome doit s'adapter à ces maladies-là. Et donc cette mutation-là permet à l'espèce humaine d'être plus résistant. Et d'ailleurs, on l'observe quand on regarde les sujets qui sont AS, ils font beaucoup moins des formes graves de paludisme. Donc tant qu'on est AS, on peut effectivement avoir une meilleure survie parce que à l'époque, ça donnait des formes moins graves de paludisme et donc on mourait moins de paludisme. Alors le problème c'est à commencer lorsque maintenant il y a eu effectivement des couples d'AS. Parce que quand il y a un couple de 2 AS, eh bien le SS qui naît voit apparaître une nouvelle maladie. Parce que le AS n'était pas une maladie, mais le SS est une maladie. Et c'est une maladie où les globules rouges se déforment, les globules rouges ne sont plus capables d'oxygéner nos tissus. Et la conséquence, ce sont des douleurs, c'est une anémie, c'est des infections. Et cette maladie-là, elle est quand même une maladie grave parce que on estime aujourd'hui qu'elle entraîne à peu près 50% de mortalité chez les enfants. Donc 50% des drépanocytaires SS en Afrique ne vont pas atteindre l'âge adulte. Donc c'est une maladie qui reste encore très grave. Voilà. Donc la journée nous permet de rappeler tout ça et de rappeler aux autorités que cette maladie-là est à considérer. Il faut des actions pour aussi bien améliorer le diagnostic qu'améliorer la prise en charge. Justement, parlons de la prise en charge. Vous l'avez dit tout à l'heure, la douleur est la même. Depuis 100 ans, les choses n'ont pas vraiment varié de ce côté-là. Est-ce que la prise en charge, elle a été améliorée? Quelles sont les actions qui sont menées actuellement au niveau de la prise en charge? Il y a eu beaucoup de recherches. C'est une maladie dont on connaît très bien la physiopathologie. On comprend très bien pourquoi les gens ont la douleur, pourquoi ils ont de la fièvre, pourquoi ils ont de l'anémie. Et jusqu'à maintenant, le traitement est essentiellement basé sur les symptômes. Or, c'est une maladie génétique. Une maladie génétique de ce type, pour la traiter, il faudrait corriger le gène anormal. C'est ça qu'on appelle la thérapie génique. Alors, il y a beaucoup de recherches dans ce domaine-là. Il y a 2 ans, on a effectivement publié la première réussite qui prouvait qu'on pouvait faire de la thérapie génique chez les drépanocytaires. Mais il faut encore beaucoup de temps pour rendre cette activité, pour rendre cette procédure beaucoup plus sécurisée et beaucoup plus accessible à tout le monde. Donc pour le moment, on peut considérer que la thérapie génique est toujours dans le domaine de la recherche. Alors il y a un traitement par contre qui est utilisé et qui permet de guérir de la drépanocytose, ce qu'on appelle la greffe de moelle. Les globules rouges sont produits dans la moelle osseuse. Donc ce qu'on peut faire, c'est, chez un drépanocytaire, on peut détruire sa moelle osseuse. On lui fait de la chimiothérapie, de la radiothérapie pour détruire complètement la moelle osseuse. Et on remplace cette moelle osseuse par celle d'un sujet normal. Le plus souvent, c'est son frère ou sa sœur. Donc on fait une transplantation. Donc c'est une greffe de moelle. Aujourd'hui, la greffe de moelle est une technique qui est utilisée principalement en France, en Belgique, aux États-Unis et même dans d'autres pays. Et c'est une technique aujourd'hui qui permet de guérir de la drépanocytose. Donc quand le succès autour de 97% des enfants qui ont été greffés sont guéris de la maladie. Mais c'est une technique qui est très coûteuse. On estime à peu près à 150 millions de francs CFA le coût d'une greffe de moelle osseuse. Il y a des Sénégalais qui en ont bénéficié, mais ils ont dû aller en Occident pour le faire. Donc c'est la technique aujourd'hui qui est la seule qui est utilisée pour traiter de façon curative. Dans le monde, il y a plus de 2000 greffes de moelle qui ont déjà été réalisées dans ces pays-là. Bon, en attendant d'avoir ces techniques utilisables dans nos pays de façon beaucoup plus accessible, eh bien, on continue de traiter par un traitement symptomatique. Il y a
nouveaux médicaments qui apparaissent. Il y en a un qu'on appelle l'hydroxyurée, qui est utilisé dans des formes graves, mais il y en a d'autres également qui commencent à apparaître, qui sont des traitements spécifiques de la drépanocytose. Mais ce n'est pas encore réellement utilisé à large échelle. Aujourd'hui, le traitement reste davantage basé sur le traitement des symptômes. Donc la prise en charge concerne essentiellement, pour la majeure partie, dans nos pays en tout cas, le traitement symptomatique. Tout à fait. Vous en avez parlé un peu tout à l'heure, de la cherté en fait du traitement. Comme vous venez de le dire, la drépanocytose peut être guérie, mais elle demande des moyens considérables qui ne sont pas disponibles pour les gens qui vivent actuellement au Sénégal ou en Afrique d'une manière générale. Donc, quelles sont les mesures qui sont prises pour faciliter aux drépanocytaires la prise en charge au niveau des hôpitaux, par exemple? Alors, c'est une maladie qui est une maladie chronique et la drépanocytose doit aussi être considérée comme une maladie sociale. D'autant plus que c'est une maladie génétique et il n'est pas rare que dans une famille, on ait plusieurs drépanocytaires. Donc les parents doivent supporter le coût de plusieurs enfants. On a eu à estimer le coût de la prise en charge pour un drépanocytaire à moins de 500 000 francs par an. Et vous conviendrez avec moi que tout le monde ne peut pas avoir ces ressources-là. Et je pense qu'il y a beaucoup d'intervenants, notamment les associations, notamment donc les travailleurs sociaux, pour faire que cette maladie soit plus considérée comme une maladie sociale et qu'on mette en place des procédures d'accessibilité, notamment soit leur faire bénéficier de cartes d'égalité de chance, leur faire bénéficier donc des prestations du SAMU, donc dans les mutuelles, etc. etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives dans ce cadre-là qui doivent être davantage développées parce que l'accessibilité aux soins pour ces patients drépanocytaires est une priorité pour moi. Je pense que donc il faut que cette maladie soit considérée comme une maladie sociale. Si vous allez dans des pays comme la France, un drépanocytaire SS, il a une prise en charge à 100%. Voilà. Donc il faudra que, autant ça a été fait pour certaines maladies comme l'insuffisance rénale, je pense que cette maladie-là, elle est présente, elle est fréquente, et il faudrait qu'il y ait donc des actions pour améliorer l'accessibilité des patients par rapport aux soins. Nous allons un peu brosser le contexte de la pandémie du coronavirus. Nous savons que les drépanocytaires, surtout ceux porteurs SS, ce sont des personnes à risque, des personnes vulnérables. Actuellement, comment est-ce que vous gérez vos consultations avec eux? Alors, depuis le début de la pandémie de Covid-19, nous avons effectivement donné des conseils aux patients drépanocytaires d'éviter au maximum possible de se rendre dans les services hospitaliers. Et nous avons mis en place avec eux un système pour renouveler les ordonnances, pour donc répondre à leurs interrogations, soit par des SMS, soit par le WhatsApp ou par des téléphones. Et donc on fait de la téléconsultation en fait. Je pense que nous avons pris l'habitude maintenant de travailler comme ça depuis le mois de mars avec les drépanocytaires. Ce qui fait que dans nos consultations, moi je recevais une vingtaine de personnes, on reçoit au maximum maintenant 8, 9 ou 10 personnes. Donc, parce que le reste, on arrive à gérer avec eux sur ça. Alors, nous avons aussi bien entendu donné tous les conseils pour que ces patients-là puissent respecter les mesures qui sont édictées pour prévenir la pandémie. Et alors, bien sûr, lorsque l'urgence est signalée, lorsqu'il y a des crises qui ne cèdent pas malgré le traitement à domicile, ils sont obligés de venir. Et dans ces cas-là, nous les suggérons effectivement de venir à l'hôpital s'ils doivent être perfusés ou s'ils doivent prendre un traitement spécifique. Il faut qu'ils viennent à l'hôpital parce que les mesures quand même pour les mettre dans une file où il n'y a pas de risque avec le Covid-19, ces mesures-là sont présentes. Et donc voilà comment nous gérons. Heureusement, nous n'avons pas encore en tout cas reçu de l'équipe médicale qui gère les patients. Nous n'avons pas encore eu de cas
de Covid-19, en tout cas chez des drépanocytaires majeurs connus. Depuis le début de la pandémie, nous avions écrit des recommandations que nous avons également données aux équipes médicales qui gèrent la Covid-19 pour leur permettre spécifiquement, s'il y a des patients qui souffrent de drépanocytose ou d'hémophilie ou de diabète, etc., de prendre certaines mesures particulières. Mais nous n'avons pas eu encore, et nous leur avons demandé effectivement de nous informer s'il y en a. Mais nous n'avons pas encore eu d'informations que des cas de Covid-19 aient été diagnostiqués chez les drépanocytaires majeurs. Je vous remercie, espérons que cela continue comme ça. Professeur, nous vous remercions de nous avoir accordé cet entretien. Vous étiez dans votre émission Santé pour tous sur Sodan Info. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.